La conquête de la Normandie fut achevée à la fin du mois d'août. De si grands malheurs rendaient le gouvernement singulièrement odieux à tous les Anglais. Le roi fut contraint de quitter Londres et de livrer 2 de ses principaux conseillers qui furent mis à mort par la populace. Sachant l'Angleterre dans un tel état, le Conseil de France résolut de tenter la conquête de l'Aquitaine et de chasser ainsi les Anglais de tout le royaume, ce que n'avait pas même pu accomplir le sage roi Charles V. C'est qu'en effet jamais il n'y avait eu un si bon gouvernement. Durant toute cette guerre de Normandie, les compagnies d'ordonnance ou les autres gendarmes ainsi que les francs archers avaient été payés de leurs gages de mois en mois. Ainsi, nul n'avait osé piller, maltraiter ou rançonner personne que les Anglais, et partout les habitants s'étaient montrés de plus en plus favorables au roi. Ainsi fut terminée en 2 années la conquête des provinces de France que les Anglais occupaient depuis trop longtemps, et le royaume fut délivré, plus encore par le bon gouvernement du roi que par la vaillance de ses capitaines. Nul ne se souvenait, les chroniques ne racontaient pas que la France eût jamais été plus heureuse et plus puissante. Durant toutes ces prospérités du royaume de France, le duc Philippe avait continué d'abord à se tenir en grand repos dans son pays de Flandre. Les bonnes villes voyaient croître leur commerce. Jamais les Gantois n'avaient été si riches. Comme de coutume, ce leur était une grande cause d'orgueil, et il n'en était que plus difficile à gouverner. Le duc, depuis qu'il l'avait abandonné au siège de Calais, leur gardait une rancune dont on pouvait s'apercevoir. Il avait dompté Bruges. Depuis les malheurs de cette ville, son pouvoir s'y exerçait pleinement, et il eût bien voulu réduire Gand au même état. Cependant, personne ne savait si bien attendre que lui. Avant de commencer une entreprise, il voulait toujours être dans son droit, du moins tel qu'il l'entendait. Ainsi, il dissimulait avec les Gantois. Le duc se crut assez fort pour établir de sa seule autorité une gabelle sur le sel. Ypres et Bruges obéirent sans remontrance, mais les Gantois non seulement murmurèrent contre cette taxe inconnue dans le pays et préjudiciable à leur commerce, contre cette invention détestable des rois de France, mais ils refusèrent absolument de payer, puisque l'impôt n'avait pas été consenti par les États de Flandre et que le duc n'avait pas le droit de l'ordonner. Le duc, mécontent de la résistance qu'il avait éprouvée pour établir la gabelle, prétendit qu'il ne déléguerait plus son autorité à celui qu'éliraient les gens de la ville. Cela était contre toutes les coutumes. Les murmures devinrent menaçants. L'élection ne se faisait pas. La ville obtint encore avantage sur son prince, mais il s'irritait de plus en plus. Enfin, au mois de septembre, le duc Philippe ayant mis de fortes garnisons à Audenarde, à Termonde, à Gavre et à Ruppelmonde, ayant fait barrer les canaux, ordonna de nouveau la gabelle du sel, et y ajouta une taxe sur le blé et la mouture. Les Gantois persistèrent dans leur refus. Alors il retira tout pouvoir aux magistrats institués en son nom, fit cesser les fonctions des échevins et des baillis, et publia dans toute la Flandre l'ordre de n'obéir en rien aux gens de Gand. La crainte de voir se rallumer les guerres saisit tous les Flamands. Les 3 autres membres de Flandre, Ypres, Bruges et le Franc, se portèrent pour médiateurs entre le duc et les Gantois. Les Gantois n'étaient cependant point encore résolus de faire la guerre à leur prince. Ils ne voulaient pas lui obéir, mais ils craignaient sa colère. Pendant plusieurs mois, on ne vit à Gand que supplices, tortures, confiscations, bannissements. Toute cette populace se gouvernait sans nulle raison et n'écoutait que sa passion furieuse. Sans cesse, elle renversait les mesures de ceux qui essayaient de la réconcilier avec le duc, de sorte que, tandis qu'on s'adressait soit à la duchesse, soit au comte de Charolais pour servir d'intercesseurs, les meurtres et les amendes continuaient. Mais ce qui était arrêté dans l'esprit de tous, c'était de ne point payer les taxes sur la mouture et sur le sel, et de ne pas se soumettre non plus aux péages que le duc avait établis à l'entrée des laines, des harengs et de diverses autres marchandises. Le désordre qui régnait à Gand et la crainte qu'inspirait la puissance et l'habileté du duc Philippe empêchaient les autres villes de Flandre de prendre parti pour les Gantois. On se fut volontiers joint à eux pour empêcher l'établissement des gabelles, et sur ce point plusieurs villes étaient prêtes à s'allier avec eux. Mais le duc, qui conduisait toute cette affaire avec une extrême prudence, rompait les alliances par des promesses et de douces paroles, et détachait des Gantois les communes qui leur avaient d'abord donné bonne espérance. Le duc Philippe, voyant bien que cette affaire ne pourrait se terminer que par les armes, faisait tous ses préparatifs, renforçait ses garnisons, mandait ses gentilshommes. La chose importante pour lui, c'était de s'assurer des volontés du roi de France. Si ce prince fut déclaré protecteur des Gantois, alors il n'eût pas été facile de les réduire. Le royaume maintenant était puissant, sagement gouverné, les finances en bon ordre, les compagnies d'ordonnance prêtes à marcher au premier commandement. En outre, le duc savait que plusieurs conseillers du roi n'étaient point portés de bonne volonté pour lui. Depuis plusieurs années, il avait sans cesse quelques démêlés avec la France.
On lui reprochait surtout ses correspondances avec le dauphin qui l'enhardissait, disait-on, dans sa désobéissance. Le duc envoya donc une ambassade au roi pour lui exposer tous les méfaits des Gantois et la nécessité de les réduire. Pendant cette année 1451 où croissaient la révolte et les désordres de Gand et durant les préparatifs et les négociations, le duc continuait à tenir une cour brillante, à rassembler autour de lui les grands seigneurs, la noblesse et les chevaliers par des fêtes, des banquets et des tournois. Au mois de mai, il tint à Mons son chapitre de la Toison d'Or. Son neveu Jean de Clèves, le sire Jean de Lannoy, le sire Jean de Neuchâtel reçurent l'ordre. Il le donna aussi à Jacques de Lalaing, le bon chevalier, qui était revenu d'Italie et du tournoi de la Dame des Pleurs. Le comte de Charolais venait d'avoir 18 ans et n'était plus un enfant. Il était devenu un prince de grande espérance et montrait de belles qualités. Bien que son caractère parût ardent, sa volonté obstinée et qu'il supporta difficilement la contradiction, les leçons de son gouverneur avaient cependant réussi à le rendre doux et courtois. D'ailleurs, il était encore bien jeune, il craignait son père et savait se contenir. Le duc jugea que le temps était venu de lui faire ses premières armes et donna un beau tournoi à Bruxelles, exprès pour qu'il y combattît. Mais, comme il n'était jamais descendu dans la lice, les dames, et surtout la duchesse, voulurent que 3 jours avant la joute, il s'essaya quelque peu. Le duc choisit Jacques de Lalaing pour courir la première lance avec son fils. Chacun disait que jamais si grand honneur ne pourrait être attribué à un meilleur chevalier, et que c'était à lui, mieux qu'à nul autre, qu'il appartenait d'éprouver le noble fils de son souverain, celui qui devait être un jour son seigneur. Tous les gens sages de cette cour se réjouissaient, voyant l'assurance et la bonne grâce de leur jeune prince. Quelques semaines après, arriva la réponse du roi de France. Le roi avait répondu qu'il ne voulait en rien soutenir ou conforter ceux de Gand pour des choses déraisonnables, qu'il désirait au contraire les réprimer s'ils allaient contre les droits et prérogatives de la souveraineté et de la seigneurie du duc de Bourgogne. Ainsi rassuré sur les intentions du roi, le duc pressa ses préparatifs. Les hommes d'armes arrivaient de Picardie, d'Artois, de Flandre, chacun voyait qu'une forte et cruelle guerre allait commencer. Tous les hommes sages de Gand et des pays environnants étaient dans la crainte et le désespoir. Les 3 membres de Flandre envoyèrent une ambassade au duc de Bourgogne. À l'heure même où ils répondaient aux ambassadeurs, la guerre était commencée. Le duc envoya aussitôt les ordres pour réunir son armée. Le comte d'Étampes commandait les Picards. Le comte de Saint-Paul et le sire Jean de Crouy, le principal conseiller du duc à qui bien des gens attribuent la faute de toutes ces discordes, devaient être à la tête des hommes d'armes du Hainaut et de Namur. Les sires de Lalaing, de la Grutuse et des capitaines de la noblesse de Flandre. Le maréchal de Bourgogne reçut l'ordre d'assembler les gentilshommes du duché. Cette ville de Gand était si peuplée, si riche et si puissante, elle avait si grande renommée par ses anciennes guerres qu'on faisait contre elle autant d'après que contre un royaume. Le duc, et surtout la duchesse, ne voulaient pas risquer leur fils dans une guerre qui s'annonçait comme si cruelle. On chercha divers prétextes pour l'éloigner. Mais le jeune prince, à qui le cœur croissait tous les jours, ne voulut point qu'on lui dérobât cette occasion de s'illustrer. Il jura par Saint-Georges, c'était son serment, qu'il irait, ne fût-ce qu'en simple pourpoint, rejoindre son seigneur et père pour le venger de ses rebelles sujets. Il fallut y consentir. Les Gantois s'apercevaient bien que le duc n'avait encore que peu de gens. Leur premier succès les rendait hardis. Ils étaient de caractère orgueilleux. Quand ils se trouvaient 10 ou 12 000 sur la place d'armes, il leur semblait que nulle armée au monde ne fût à craindre, et ils criaient tous ensemble, sans écouter personne, murmurant de ce qu'on ne les menait pas contre le duc de Bourgogne. Le sire de Lalaing essaya d'abord avec ses 60 lances et ses 200 archers d'épouvanter les Gantois. Mais ils étaient 30 000 bien armés, avec une belle artillerie, des bagages en abondance. D'ailleurs, il ne manquait pas de courage. Il fallut s'enfermer dans la ville et s'opposer à un redoutable siège. Le feu fut mis au riche faubourg et la flamme de cet incendie fut aperçue de plus de 4 lieues à la ronde. Toutes les entrées étaient bien gardées. Cette multitude s'étonnait qu'on lui résistât et poussait de grands cris menaçant la garnison. Ce
Cependant, la ville fut bientôt de toutes parts investie par les retranchements et les fossés des assiégeants. Le jour approchait où les Gantois pourraient donner l'assaut. Le sire de l'Alain s'apprêta à le soutenir. Toutes les femmes de la ville, dames ou bourgeoises, et la dame de l'Alain toute la première apportaient chaque jour des pierres sur le rempart, dans des hottes et des paniers. Les Gantois, surpris d'une si belle défense et du zèle des habitants pour leur seigneur, essayaient d'exciter quelques divisions dans la ville. Le duc, qui savait toute l'importance d'Audenarde, ne négligeait rien pour secourir à temps cette ville. Pendant ce temps-là, l'audace et la puissance des Gantois augmentaient. Presque tous les paysans se déclaraient pour eux. Toutes les maisons et les églises même furent saccagées, les meubles et les marchandises emportés sur des chariots, beaucoup de prisonniers emmenés pour en tirer rançon. Puis, comme les gens du duc n'étaient pas en force pour se maintenir, ils mirent le feu à cette malheureuse ville. Le comte d'Étampes poursuivit sa route. Arrivé près du siège d'Audenarde, il était fort en doute de ce qu'il devait faire. Les Gantois étaient nombreux, leur camp était fortifié, mais le comte d'Étampes avait avec lui de bien vaillants hommes de guerre et de grande expérience. Les sires de Saveuse et Jacques de l'Alain, le bon chevalier. Le comte d'Étampes s'apprêta à cette bataille qui, selon l'apparence, devait être rude. Le lendemain, quand il fut en vue des Gantois, avant de commencer le combat, il voulut recevoir la chevalerie de la main du vieux sire de Saveuse. Dès qu'il fut chevalier, il commença à armer aussi le jeune seigneur de son armée qui ne l'était pas encore. Antoine, bâtard de Bourgogne, qui commandait l'avant-garde, et 50 autres gentilshommes environ reçurent de sa main la collée. Alors Jacques de l'Alain s'adressa à tous ces nouveaux chevaliers. « Voici l'heure, dit-il, de gagner honorablement vos éperons dorés et de faire œuvre de chevalier. J'y veux aller avec vous. » Les Gantois, pour garder le chemin de Courtrai à Audenarde, par où arrivait le comte d'Étampes, avaient fait, en avant de leur camp, un retranchement où ils avaient placé une troupe nombreuse. Ce fut ce poste que voulut emporter Jacques de l'Alain avec 8 jeunes chevaliers. Chacun d'eux prit seulement avec soin un valet armé. Ils couchèrent leurs lances, passèrent un fossé qui n'était pas très profond et arrivèrent sur les Gantois qui se tenaient fermes et serrés, opposant leurs piques plus longues et plus solides que la lance des chevaliers. Quelle que fût leur résistance, Jacques de l'Alain et ses compagnons rompirent les rangs et entrèrent parmi eux, non sans avoir perdu quelqu'un des leurs. Et ce fut alors qu'ils se trouvèrent en plus grand péril. Les Gantois renfermèrent leurs rangs et les chevaliers, environnés d'ennemis, ne trouvèrent plus nulle issue. Chacun d'eux, pressé et assailli, ne pouvait songer qu'à lui, sans donner ni recevoir aucun secours de ses compagnons. Jacques de l'Alain surtout fut assailli d'une telle manière qu'encore qu'il se défendit comme un lion, il allait succomber sous les piques des Gantois. Le bon chevalier se lança de nouveau, l'épée au poing, dans le plus fort de la mêlée, aventurant sa vie sans regarder à rien. Heureusement, quelques chevaliers qui venaient de se dégager, tout blessés qu'ils étaient, vinrent à son aide. Ils commencèrent à tirer serré sur les Gantois qui, n'ayant que des haubères aux cuirasses légères, ne pouvaient se défendre contre les archers aussi bien que contre des hommes d'armes qu'ils atteignaient de loin avec leurs longues piques. Ce premier poste défait, les Gantois se trouvèrent attaqués en avant et par le flanc. Il fallut encore le secours des archers pour mettre le désordre dans leurs rangs et ouvrir ainsi le passage aux hommes d'armes qui se précipitèrent ensuite tout au travers. Pour lors, la victoire fut décidée. Les gens de Gand prirent la déroute après avoir perdu près de 3000 des leurs et le comte d'Étampes entra dans la ville d'Audenarde. À la première nouvelle de cette heureuse bataille, le duc envoya son avant-garde à la poursuite de ceux des Gantois qui se retiraient d'Audenarde. On les atteignit et il y en eut un grand nombre de tués. Le comte d'Étampes et la garnison d'Audenarde étaient venus de leur côté jusqu'au mur de Gand et les hommes d'armes avaient touché de leurs lances les portes de la ville. La guerre se continua avec une horrible cruauté aux portes de Gand. Les habitants faisaient souvent des sorties et n'épargnaient guère les prisonniers qu'ils pouvaient ramener. De son côté, le duc Philippe, courroucé de la perte d'un de ses meilleurs chevaliers, fit périr tous les prisonniers qu'il avait et promit une somme pour chaque Gantois qu'on lui amènerait afin de leur faire trancher la tête. Le siège de Gand était une trop grande entreprise. Il aurait fallu avoir une armée plus nombreuse et des préparatifs plus complets. Le duc prit le parti de placer nombreuses garnisons dans toute ville voisine. Lui-même se rendit à Termonde et y fit construire un pont avec des tonneaux et des planches pour que son armée pût communiquer avec l'autre rive de l'Escaut qui est fort large en cet endroit et aller ainsi faire des courses de ce côté dans les environs de Gand au nord de la ville. Lorsque le pont fut fait et fortifié, les sires de Lannoy et Jacques de l'Alain, qui ne manquaient jamais une occasion de combattre, passèrent l'Escaut avec quelques chevaliers, gentilshommes et une forte troupe d'archers. Le duc avait appris dans quelle position se trouvaient ces gens et avait passé l'Escaut. Il vit revenir cette troupe bien diminuée en nombre. Ceux qui en restaient devaient son salut à Jacques de l'Alain et célébrer ses louanges. Le duc lui fit un grand accueil et, ayant ordonné qu'on lui apportât son souper dans le boulevard du Pont, il convia tous ses chevaliers à manger avec lui, faisant asseoir près de lui Jacques de l'Alain, pour se conformer, disait-il, aux bonnes et anciennes coutumes et honorer le meilleur chevalier de la journée.
Les Gantois essayèrent plusieurs fois de résister, mais ils n'étaient pas en force. D'ailleurs, rien n'égalait l'ardeur et le désir de renommée que faisaient voir tous les jeunes chevaliers dont le duc était entouré. Corneille, bâtard de Bourgogne, Adolphe de Clèves, Jacques de Luxembourg, Philippe de Croby, Jean de la Trémouille ne cherchaient que les occasions de combattre et il n'y avait qu'à les contenir. Les Gantois cherchaient surtout à ranger dans leur parti les autres bonnes villes de Flandre. Ils avaient bien les paysans pour eux, mais le secours des bourgeois leur eût été encore plus utile. Lorsqu'il avait été question d'abord de la gabelle du sel, les gens de Bruges s'étaient engagés à faire cause commune avec Gand contre cette entreprise de leur seigneur. Depuis, ils s'étaient tenus tranquilles et dans la bonne grâce du duc. Vers le milieu de juin, une troupe de 12 000 Gantois pourvus d'artillerie s'avancèrent jusqu'aux portes de Bruges pour rappeler la promesse qui leur avait été faite et requérir secours de leurs alliés. Il ne manquait pas de gens dans cette grande ville qui auraient désiré saisir cette occasion pour se venger de leurs anciennes défaites et reconquérir les privilèges qu'ils avaient perdus. Mais le sire Louis de la Grutuse prit ses précautions, fit fermer les portes, assembla les principaux habitants, leur parla avec douceur au nom du duc et leur rappela que dans l'autre guerre, non seulement les Gantois les avaient abandonnés, mais avaient combattu contre eux. En outre, tous les riches bourgeois craignaient le désordre. Cette foule de marchands étrangers établis à Bruges ne voyait d'autres affaires que leur commerce et n'avait ni liberté ni privilège à garder. Déjà depuis plusieurs jours, il y avait eu d'assez rudes combats. Le duc, qui était à Rupelmonde, résolut d'attaquer avec toutes ses forces l'armée des Gantois. Il divisa son monde en 3 batailles. L'avant-garde fut mise sous le commandement du comte de Saint-Paul. Il avait avec lui Corneille, bâtard de Bourgogne, Jacques de Lalaing et le sire de Saveuse. Le corps d'armée était sous les ordres du duc lui-même, qui avait près de lui son fils, le comte de Charolais. L'arrière-garde avait pour chef le comte d'Étampes. Le comte de Charolais fit aussi plusieurs chevaliers. Rien n'égalait sa joie de se trouver à sa première bataille. L'épée à la main, il faisait ranger ses hommes, montrant bien qu'il était né pour commander à des gens de guerre et que telle était sa vocation. Il n'était pas le seul dont le contentement et l'ardeur éclatassent en cette journée. Jamais on n'avait vu une si fière assemblée, une si belle noblesse, jamais tant de pompe, un si grand ordre, des armures plus brillantes, des bannières plus riches et plus nombreuses, des contenants si aguerris ou si animés. Tous ces gentilshommes s'étonnaient qu'un tel aspect ne troublât point la hardiesse d'un peuple révolté et n'imposât point à son audace. Cependant, les Gantois ne s'épouvantaient point de tout cet appareil. Il est vrai que le duc, en capitaine qui connaissait la guerre, se garda bien de montrer toute la force de son armée. Il voulait attirer les ennemis hors de leur retranchement. D'abord, il envoya contre eux une partie de l'avant-garde et donna ordre qu'on se repliât dès qu'on les verrait sortir de leurs fortifications. Comme gens présomptueux et sans expérience, ils donnèrent dans le piège et se mirent à la poursuite de ceux qui s'étaient d'abord présentés devant eux. Le duc les laissa avancer jusqu'auprès du village où il était placé avec son armée. Quand les Gantois furent à portée du trait, toutes les trompettes sonnèrent, on mit le feu à toutes les coulevrines, et les archers, poussant de grands cris, commencèrent à tirer leurs flèches sans relâche. C'était toujours la perte des Gantois. Cette arme leur était terrible. Elle rompait leurs rangs et effrayait l'entrée aux hommes d'armes. Mais l'impatience des jeunes chevaliers était si grande qu'ils ne pouvaient attendre ce moment. Le plus impatient de toute cette jeunesse était Corneille, bâtard de Bourgogne. Il voulait mettre pied à terre pour tomber sur les ennemis avec les archers. Dès que les gens de Gand commencèrent à s'ébranler, il n'eut plus moyen d'arrêter cette jeunesse. Jacques de Luxembourg s'élança, tout fort qu'était son cheval. Il fut abattu à coups de pique, et il eut de grands faits d'armes pour le relever et le tirer de presse. Le bâtard de Bourgogne quitta aussi des premiers le lieu où on le retenait. Avec les jeunes gens de sa maison, il coucha sa lance et se jeta au plus épais en un passage étroit où les ennemis s'enfuyaient en grande foule. Un paysan se retourna et lui adressa sa pique au cou. Il n'avait pas de gorgerin. L'arme entra dans sa bouche et lui traversa la tête. Le jeune chevalier tomba mort. Il fut bien vengé par le cruel massacre des Gantois qui fut fait en cet endroit et ailleurs. Leur chef fut pris et pendu, ainsi que tous les prisonniers. Mais qu'était une telle vengeance pour le duc qui aimait tellement ce fils ? On aurait tué 100 000 vilains, disaient ses serviteurs, que cela n'eût pas réparé une perte si sensible. Elle gâta pour lui cette grande victoire. Il fit relever le corps de son fils et le fit porter solennellement à Bruxelles, où, par les soins de la duchesse, de belles funérailles lui furent célébrées. Pour lors, Antoine de Bourgogne, qui était fils d'une noble demoiselle nommée Jeanne de Presles, prit le nom du bâtard de Bourgogne. Les Gantois avaient ces jours-là donné leur confiance à un coutelier, homme grand et fort qui s'était vanté de mettre en fuite le duc et de détruire toute sa puissance. Ils avaient été si charmés de ses promesses qu'ils disaient qu'on le ferait comte de Flandre quand il aurait gagné la victoire. Il sortit de la ville avec 5000 combattants et s'en vint attaquer le bâtard de Bourgogne, comptant le surprendre. Il le trouva au contraire sur ses gardes
Sa troupe fut mise en déroute et lui fait prisonnier avec beaucoup des siens. On le mena au duc, qui le fit mettre à la potence ainsi que tous ses compagnons. Le bâtard de Bourgogne, par la victoire qu'il avait remportée, avait le chemin libre pour aller attaquer les Gantois. Bientôt, ils furent comme assiégés dans leur ville. En même temps, une épidémie se déclara à Gand. Malgré tant de maux, la constance des habitants n'était pas encore lassée et ils firent quelques belles sorties. Les Gantois profitèrent du moment où l'armée du duc n'était pas encore rassemblée et coururent le pays presque sans résistance. Ils se montrèrent devant Alost, défirent une troupe que le bâtard de Bourgogne avait fait sortir de Termonde. Leur audace s'était accrue par l'arrivée de 1500 Anglais qui leur étaient venus de Calais, gens plus propres au pillage qu'à la bataille. Ce fut pourtant le seul secours qu'ils reçurent de l'Angleterre. Le duc était affligé et malade de se trouver dans une situation si cruelle et si difficile. Il hâtait la venue de ces gens. Bientôt arriva le maréchal de Bourgogne qu'il mit en garnison à Courtrai. Ce seigneur rendit la guerre plus cruelle encore, s'il était possible. Il fit pendre tous les prisonniers. La guerre se continua de la sorte par des courses de part et d'autre. Le bâtard de Bourgogne tenait garnison à Termonde et Jacques de Lalaing à Audenarde. Chacun d'eux faisait des sorties et des expéditions quand les occasions semblaient favorables. Ainsi se passa l'hiver en massacre et en incendie. Dans la ville de Gand, on ne voyait pendant ce temps-là que discorde, sédition, prise d'armes. La guerre semblait ne devoir jamais finir. Le duc, malgré toute sa puissance, ne pouvait rassembler une armée assez forte pour assiéger Gand, ni même pour empêcher les Gantois de tenir la campagne. Il manquait d'argent, ne pouvant payer la solde de ces gens de guerre, il les voyait sans cesse retourner chez eux, de sorte que tandis qu'il lui en arrivait d'un côté, les autres l'abandonnaient, s'en allaient, vendant pour vivre leurs arcs, leurs trousses, leurs côtes. Ceux qui restaient pillaient les habitants et n'étaient pas moins redoutés des bourgeois ou les coureurs de Gand. Les chefs encourageaient ces violences, quelques-uns même y cherchaient leur profit. On disait que le maréchal de Bourgogne y avait gagné plus que nul autre et avait déjà fait faire à tourner pour plus de 1000 marks de belle argenterie qu'il envoyait dans ses manoirs de Bourgogne. C'était à cela, ajoutait-on, et à l'incendie de tout le pays de Gand que se bornaient les faits d'armes de ce capitaine qui avait été annoncé en Flandre comme un si vaillant homme de guerre. Pour mettre fin à ce désordre, le duc accroissait les tailles outre mesure et y soumettait même les nobles qui ne pouvaient venir à la guerre, ménageant seulement la Flandre afin de ne pas donner des alliés aux Gantois. Il faisait par force des emprunts sur les hommes riches. Le murmure était général, d'autant qu'on avait beau payer, les choses n'allaient pas mieux. La guerre n'avançait pas, les gendarmes continuaient à tout piller et détruire, même sous les yeux du duc. Il ne faut donc point s'étonner que les gens de Gand conservassent tant d'audace et eussent parfois si bonne espérance. Ils faisaient des expéditions par toute la Flandre, venaient jusqu'aux portes des forteresses et tentaient même l'assaut lorsqu'ils savaient que la garnison était diminuée par les désertions ou que les capitaines s'étaient absentés pour aller rendre compte de leurs embarras au duc de Bourgogne. Enfin, au mois de juin, le duc parvint à se faire une armée assez nombreuse pour quitter l'île et marcher contre les Gantois. Il prit la route de Courtrai et commença par assiéger la forteresse de Schenelbeck, qui avait une garnison de 200 Gantois environ. On fit le siège de la forteresse qui résista 5 jours. La garnison fut aussi mise à mort. De là, le duc s'en vint par Audenarde et devant le château de Bouc. Il fut environné de toutes parts, les basses-cours brûlées, les premiers ponts emportés. Puis l'artillerie fut amenée et l'on avisa entre deux tours une muraille que les fenêtres firent juger assez peu épaisse. Il y avait dans la batterie une belle et forte bombarde qu'on nommait la Bergère. Adolphe de Clèves et d'autres jeunes seigneurs étaient venus en voir les faits. Jacques de Lalaing était avec eux. Tout blessé qu'il avait été à la jambe quelques jours auparavant, on avait pu le retenir au camp. La batterie était garantie du canon des ennemis par un rempart de tonneaux pleins de terre surmonté par une forte charpente. Le bon chevalier s'avança pour regarder les progrès de la brèche, quand par malheur, un de ces canons légers nommé Veuglers fut amené par les assiégeants sur la plateforme au-dessus de la porte. À la première décharge, il brisa l'abri de charpente, vint frapper Jacques de Lalaing et lui enleva tout le sommet de la tête. Il tomba blessé à mort. Ce fut un deuil universel dans toute l'armée. Nul n'était autant aimé que lui pour sa merveilleuse vaillance, sa douceur, sa courtoisie. Il s'était plus illustré que personne dans cette guerre contre les Gantois. Tout jeune qu'il fût encore, c'était le modèle de tous les jeunes chevaliers. La seule consolation qu'on put trouver, c'est qu'on le croyait bien assuré du paradis, tant il était sage et pieux, se confessant et communiant toutes les semaines. Le matin même du jour de sa mort, se faisant conscience d'avoir par l'ordre du duc brûlé un château des environs, il avait entendu 3 messes et s'était dévotement confessé. Le duc ressentit la plus vive douleur de cette mort.
Il ne chérissait aucun de ses chevaliers tant que celui-là, et ne lui connaissait point pareil en bonté et en beauté. Sa colère contre les Gantois n'en devint que plus grande. Il fit redoubler son artillerie, et lorsqu'une grande brèche fut faite et que la garnison de Poucques se rendit, il fit pendre tout ce qui se trouva dans le château, hormis les prêtres, un lépreux qui se trouvait là, et 2 ou 3 jeunes enfants. C'était justement l'un d'entre eux qui avait mis le feu au feu clair dont le bon chevalier avait été frappé. Mais le duc ne le sut qu'après, et l'enfant s'était déjà sauvé à Gand. La seule forteresse qui ne fut pas soumise était Gavre. Le duc alla y mettre le siège avec toute son armée. On disait que les Gantois avaient résolu de la secourir. Le duc s'en émouvait peu et faisait continuer son siège. Il y avait déjà 6 jours que l'artillerie des assiégeants travaillait à faire brèche sans y avancer beaucoup. Le 22 juillet de grand matin, la plupart des gens de la suite du duc étaient à voir pendre les prisonniers et lui étaient à déjeuner avec son fils qui venait d'arriver lorsqu'on vint lui annoncer tout à coup que les Gantois étaient sortis de la ville et s'avançaient. « Qu'ils soient les bienvenus !» s'écria le duc. « Ils seront les bien combattus. » Il fit crier l'alarme, se revêtit de son armure blanche, toute brillante, et monta à cheval avec le comte de Charolais pour marcher à la rencontre des Gantois. Il parcourut les rangs de ces 3 batailles, donnant courage à tout le monde, et leur disant « Les voilà enfin qui viennent. Allez ardemment contre eux, avec l'aide de Dieu, vous serez tous riches ce soir. » Les Gantois étaient sortis de la ville au nombre d'environ 45 000. Arrivés à la vue de Gavre, les Gantois qui étaient venus en troupes serrées par la grande route se déployèrent dans la campagne, leur droite s'appuyant à l'Escaut. Leurs meilleurs combattants étaient armés de longues piques. Ils se rangèrent en bataille carrée et formèrent un front que nulle cavalerie n'aurait pu enfoncer. Sur les flancs était l'artillerie gardée par des hommes à pied, armés de haches, d'épées à 2 tranchants ou de marteaux à pointe de fer. L'avant-garde du duc s'était retirée, mais le corps de bataille et l'arrière-garde n'avaient pas bougé. Alors on fit avancer de l'artillerie légère. Les Gantois commencèrent à s'ébranler. Néanmoins, ils auraient tenu encore longtemps, et il en eût coûté beaucoup pour les enfoncer, lorsque tout à coup un chariot de poudre prit feu et éclata au milieu de leur coulevrine. Ce nouveau malheur ou cette autre trahison jeta le désordre et l'épouvante parmi les Gantois. Leur corps de bataille fut forcé, et les Picards, maîtres du grand chemin, les rejetèrent vers le fleuve. Bientôt, ce ne fut plus qu'un carnage effroyable. Ces malheureux poursuivis par les archers s'enfuyaient vers l'Escaut. Les uns se noyaient, faute de savoir nager ou accablés par le poids de leurs armes. Les autres étaient percés par les flèches en traversant le fleuve. Un plus grand nombre était assommé sur le bord par des archers qui avaient quitté leurs arcs et pris leurs masses ou leurs épées, car il avait été ordonné de ne point faire de prisonniers. Le duc, voyant de loin son avant-garde pousser ainsi l'ennemi, fit crier Notre-Dame de Bourgogne. Aussitôt, il partit avec son fils et quelques-uns de ses hommes d'armes, laissant derrière lui les archers de sa bataille qui se fatiguaient en essayant de suivre les chevaux. Il arriva au bord de l'Escaut. Là, 2000 Gantois s'étaient retirés dans une prairie entourée de 3 côtés par un détour de la rivière et défendue en avant par une forte haie et un fossé. L'avant-garde bourguignon avait passé plus loin poursuivant les fuyards. Les gendarmes qui étaient avec le duc essayèrent de forcer cette troupe, mais ils furent durement reçus à coups de pique et de maillet à pointe. Beaucoup de chevaux furent abattus, quelques hommes tués, d'autres blessés. Le duc, animé par sa victoire et impatient de la résistance de ses rebelles, sans regarder à rien, donna de l'éperon, fit franchir le fossé à son cheval et s'élança dans la prairie. Les Gantois le reconnurent et s'arrêtèrent un instant devant la noble présence de leur seigneur, mais leur haine prévalut et ils coururent sur lui avec leurs piques. Bientôt il fut entouré de toutes parts, son cheval blessé, sans que pour cela il fît paraître le moindre trouble. Près de lui, Bertrandon, son écuyer, élevait au plus haut le pénon pour qu'on aperçût de loin en quel danger était le prince. Le comte de Charolais pressait à grands cris les gendarmes d'aller au secours de son père. Ce n'était pas chose facile, tant le fossé était profond et bien défendu. Le jeune prince lui-même passa le premier et reçut un coup de pique dans le pied. Enfin, les archers rejoignirent les hommes d'armes et commencèrent à tirer sur les Gantois qui, pour lors, furent bientôt accablés. Ce ne fut pas sans la plus merveilleuse résistance. Ils firent l'admiration des Bourguignons. La seconde ligne de l'armée de Gand n'avait pas même tenté le combat. Elle s'était enfuie et dispersée de tous côtés. L'avant-garde les poursuivait et les égorgeait comme des troupeaux sans défense aux portes de la ville que les magistrats avaient fermées en toute hâte afin que l'armée du duc n'entrât point de force et en plein combat. Rien ne peut égaler le deuil qui régnait dans cette malheureuse ville. Les femmes couraient çà et là en sanglotant. Les vieillards et les enfants qui seuls étaient restés au logis parcouraient les rues en poussant des cris de désespoir. Le fleuve commençait à rouler les cadavres jusque dans la ville. Toutes les familles avaient à pleurer un père, un mari, un fils.
Le duc, après cette grande victoire, revint à son logis, remercia Dieu de l'avoir ainsi favorisé et assembla aussitôt son conseil. Aussitôt, quelques bourgeois se rendirent près de leur seigneur et le prièrent de retourner encore avec son armée à Gavre, lui promettant qu'avant 3 jours, la ville serait mise à sa volonté. Le bon duc y consentit. En revenant, il s'arrêta à regarder cette foule innombrable de morts qui couvrait la campagne et les bords de la rivière. Les femmes de la ville étaient sorties, et elles étaient là, cherchant à reconnaître parmi ces cadavres l'une son frère, l'autre son mari ou son fils. Il y en avait qui faisaient repêcher les corps qui flottaient sur l'eau, car l'Escaut en était couvert. C'était un spectacle lamentable. Le duc en fut attendri jusqu'aux larmes, et comme on lui parlait de la victoire, « Je ne sais à qui elle profite, dit-il. Pour moi, vous voyez ce que j'y perds, car ce sont mes sujets. » Il ordonna que nul ne fût assez hardi pour troubler ces malheureuses femmes et qu'on les laissât ensevelir leurs morts. On en compta près de 20 000, parmi lesquels se trouvèrent environ 200 prêtres ou religieux. Le 25 juillet, l'abbé de Saint-Bavon, le prieur des Chartreux et les principaux bourgeois vinrent chercher les conditions accordées par leur prince. La crainte qu'on avait eue d'une plus cruelle vengeance, le désir de se rendre moins contraire à un seigneur irrité, excitèrent dans ce pauvre peuple les apparences de l'allégresse. On alluma des feux de joie, on fit grand accueil aux hommes d'armes picards qui eurent fantaisie de se promener dans cette fameuse ville de Gand qu'ils n'avaient jamais vue. Enfin, le 31 juillet, tout fut accompli. Le duc, accompagné de son fils, des princes, des seigneurs et des capitaines de son armée, s'avança jusqu'à une demi-lieue de la ville. Les archers, l'arc tendu, bordaient le grand chemin des 2 côtés jusqu'aux portes de la ville. Derrière eux étaient placés aussi sur 2 rangs les hommes d'armes. Le duc se trouvait au bout de cette avenue, environné des chefs et des enseignes. À travers toute cette armée, on vit défiler le triste cortège des Gantois. Le clergé ouvrait la marche. Puis venaient les échevins, les doyens nu-tête, en chemise, sans autre vêtement que des brailles de toile et nu-pieds. Après eux suivaient 2000 bourgeois en robe noire, sans ceinture et nu-pieds aussi. Aussitôt qu'ils purent apercevoir leur seigneur, tout ce peuple se jeta à genoux en criant « Miséricorde aux gens de Gand !» Pour lors, le chancelier de Bourgogne vint à eux et leur remontra leur rébellion, leur orgueil, leur perversité, des ans qu'il ignorait si le duc leur pardonnerait. Ils se mirent à crier de rechef « Miséricorde aux gens de Gand !» Il leur fut permis alors d'avancer et, en présence du duc, ils se prosternèrent encore. L'abbé de Saint-Bavon fit la harangue dans les termes les plus humbles, demanda pardon pour le passé et promit soumission pour l'avenir. Le duc répondit « Puisqu'on me demande miséricorde, on la trouvera en moi. À ceux qui seront bons sujets, je serai bon prince, et jamais je ne me souviendrai des injures que j'ai reçues. » Alors furent déposées les bannières de la ville et des métiers qui tenaient si fort au cœur à ce peuple. On les remit aux mains de Toison d'Or, il les enferma dans un sac, et le duc les fit emporter.